réellement, où là il s'agit de crimes. Vous avez mentionné les crimes de guerre, c'est l'autre grande nouvelle du jour, ce mandat d'arrêt international qui est lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Quelle interprétation est-ce que vous faites du fait que ça a lieu maintenant? La Cour pénale internationale qui a attendu, il y a eu quand même Boutcha, il y a eu un certain nombre d'événements qui datent maintenant de plusieurs mois pour lancer ce mandat d'arrêt. C'est effectivement une nouvelle qui est très symbolique et qui marque un tournant dans à la fois la conduite des hostilités, mais surtout dans l'opinion internationale et la position qui est celle de la communauté internationale sur ce conflit. On sait que depuis le début, depuis les toutes premières semaines du conflit, la CPI est intervenue, la Cour pénale internationale a commencé à ouvrir des enquêtes. En Ukraine, des enquêteurs de la Cour pénale internationale se sont rendus sur place. Au départ, c'est vrai qu'on n'avait pas très bien de visibilité sur les types de crimes sur lesquels la CPI enquêtait en priorité. On sait que le procureur s'est rendu à Boutcha, on sait qu'il s'est rendu à Irpin, la question de Mariupol a également été soulevée. Depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, on avait eu l'information selon laquelle la CPI enquêtait en priorité sur les crimes commis à l'encontre des enfants, notamment les déportations d'enfants ukrainiens vers la Russie ou vers les territoires occupés. Et c'est le point visiblement, n'est-ce pas, puisque le mandat est contre Vladimir Poutine, mais aussi contre Maria Lvova-Belova, qui est la responsable directe de ce programme. C'est tout à fait ça, exactement. Donc aujourd'hui, on a cette priorité de la CPI qui se traduit dans les actes et dans les actes juridiques avec l'émission de mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, contre Maria Lvova-Belova. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'émission d'un mandat d'arrêt signifie que le procureur de la CPI considère qu'il a des éléments de preuve suffisants pour émettre ces mandats d'arrêt, mais surtout que cela a été autorisé par la chambre préliminaire de la CPI qui a considéré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que ces deux personnes étaient responsables de crimes internationaux commis en Ukraine. Le président Zelensky était notre invité sur cette antenne en décembre. Il articulait des chiffres. Il parlait peut-être de 200 000, 250 000 enfants. Donc on est dans un ordre d'idée extrêmement important avec des accusations qui se précisent même sur le changement de nom et de prénom, où on fait que l'enfant ne puisse même pas on puisse pas remonter à la source de ses parents. Oui, aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que les déportations sont massives. Il faut savoir, même si aujourd'hui la Cour pénale internationale a utilisé le crime de guerre, la notion de crime de guerre, qu'il s'agit aussi, quand il y a une intentionnalité, d'un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Mais pour l'instant, on a surtout utilisé ces crimes de guerre, qui est une notion peut-être plus commode, après, lors d'un jugement, que ce soit d'ailleurs un jugement in presentia ou par contumace, il y aura autre chose. Ce qui est très important, c'est pourquoi Poutine lui-même a été directement visé par ce mandat d'arrêt. Parce que Poutine est l'organisateur. Il a signé 2 décrets présidentiels qui autorisent et organisent cette déportation d'enfants. Donc ça permet de remonter directement à la tête du régime et à l'ensemble des responsables du régime, et pas comme la plupart des crimes de guerre, uniquement aux exécutants, aux donneurs d'ordre sur le terrain. Écoutez ce que déclare ce soir, en réaction, le président ukrainien Zelensky. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine, une décision historique à partir de laquelle la responsabilité historique commencera. Le chef de l'État terroriste et un autre responsable russe sont officiellement devenus suspects d'un crime de guerre, la déportation d'enfants ukrainiens. Clara Gérard Rodriguez, est-ce qu'il y a une suite à attendre? Rappelons un précédent, c'est Milosevic, le président serbe, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que Vladimir Poutine lui-même l'a souvent cité. Pour lui, c'est l'exemple de l'interventionnisme occidental, selon lui excessif, selon lui intéressé des Occidentaux. Là, il y a eu une suite. C'était un tribunal spécial, n'est-ce pas? Tribunal spécial pour la Yougoslavie. Absolument. Milosevic a été jugé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, alors qu'il ne s'est pas prononcé en réalité sur la culpabilité de Milosevic, puisqu'il est mort en détention quelques semaines avant que le jugement soit émis. Mais toujours est-il que le jugement a eu lieu. Milosevic a été arrêté, il a été traduit devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Juste pour revenir sur une toute petite précision sur ce qu'a dit Nicolas Tenzer, effectivement, sur la qualification juridique, il faudra que ce soit précisé. Est-ce que notamment la question du crime de génocide s'applique? En revanche, la CPI ne juge pas par contumace. Il faut que Vladimir Poutine soit arrêté, qu'il soit traduit en personne devant la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, pour qu'il puisse y être jugé. Oui. Il y a un autre précédent qui est intéressant, c'est celui du président al-Bashir, le président du Soudan, qui est sous mandat de l'arrêt de la CPI depuis 2009 et qui pour autant a continué à présider son pays pendant très longtemps. Aujourd'hui, il a été renversé par un coup d'État, mais continue à voyager, y compris dans des États partis à la CPI, sans pour autant être arrêté. Il y a une prudence des États. Tout à l'heure, le général Goma rappelait que les Américains n'ont pas ratifié
la CPI. Eux-mêmes, évidemment, au Guantanamo, ils ont eu des vols secrets, des tortures de la CIA. Ils ont leur lot de crimes de guerre. Ils n'aimeraient pas que leurs hommes soient inculpés. Absolument, c'est toujours une décision très politique qui est celle de ratifier ou non le statut de Rome. S'agissant des États-Unis, récemment, il y a eu aussi des polémiques puisque les États-Unis ont affirmé qu'ils ne transmettraient pas les preuves éventuellement en leur possession s'agissant des crimes de guerre qui seraient commis en Ukraine pour ne pas créer un précédent qui pourrait ensuite se retourner contre eux, entre guillemets, ou en tout cas contre leurs ressortissants qui pourraient être mis en cause. Mais une petite précision quand même qui est intéressante, c'est que la Russie aujourd'hui dit qu'elle ne reconnaît pas la juridiction de la CPI et qu'elle ne se soumettra pas à sa compétence. Ce qui est intéressant s'agissant du cas du Soudan, c'est que la Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, a voté en faveur du référé de la situation au Soudan et qui a conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt contre al-Bashir à la même CPI. Donc on a aussi quand même un double discours, ou en tout cas un discours qui fluctue, qui est très changeant des États s'agissant de leur coopération ou non avec cette juridiction. Comment est-ce que vous évaluez la portée politique? Parce qu'on voit bien, vous dites, il faudrait qu'il soit à La Haye, arrêté. Pour l'instant, on en est très loin. Il est au Kremlin, entouré d'un très grand pays, d'une armée très puissante. Enfin, l'avenir dira ce qu'il en est. Est-ce que la charge symbolique, selon vous, sur la scène internationale va changer la donne? Alors je pense que ça va changer sur deux plans. D'abord, le premier plan, c'est qu'il va être impossible pour des dirigeants occidentaux, et en particulier européens, qui eux ont tous reconnu effectivement le statut de Rome sur la Cour pénale internationale, de parler, de discuter, de se faire photographier, de serrer la main avec Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire depuis longtemps. Je suis parmi de ceux qui plaident effectivement pour la reconnaissance de ce crime bien avant le 24 février 2022. Mais donc ça va être quelque chose d'important. Ça veut dire, pardon, même l'appeler au téléphone, comme l'a fait très régulièrement Emmanuel Macron pendant en tout cas une grande partie de la guerre, selon vous, ça change de sens? Je pense que ça change de chance. Et il faut voir aussi quelque chose de très, très important qui va se passer, c'est que vous le savez sans doute, le 1er avril, c'est la Russie qui prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un peu à tour de bête, donc c'est pas été décidé à l'avance, c'est comme ça. D'ailleurs, de même qu'en février 2022. Voilà, non, c'est-à-dire c'est une expression tenzérienne. Voilà, c'est-à-dire exactement, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire comme ça, si vous voulez. C'est quelque chose qui était décidé à l'avance. Et là, on va avoir un État dont le chef a reçu un mandat d'arrêt quand même international qui va se retrouver à la tête de l'institution internationale la plus importante, garante en principe quand même du droit international. Deuxième chose importante en termes de conséquences, ça va être à terme sur le peuple russe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le peuple russe va rester complètement indifférent. Mais le fait qu'on ait un dirigeant qui ait été quand même conduit, alors il n'a pas encore été jugé, bien sûr, il ne le sera peut-être jamais, on n'en sait rien. Mais quand même qu'il y ait eu ce mandat d'arrêt, ça va l'amener à réfléchir sur les crimes qui ont été commis au nom du peuple russe. Et ça, c'est quand même très important. La justice, si un jour il y a un espoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour la Russie et pour sa liberté, c'est par la justice que ça passe. Et pour ça, effectivement, aujourd'hui, c'est la justice qui a fait l'histoire. Clara Gérard Rodriguez. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Nicolas Tenzer, et il faut se rappeler aussi que la justice internationale est une justice qui a la mémoire longue, qui est une justice pour laquelle il n'y a pas de prescription. Donc les crimes peuvent être jugés 20, 30, 40 ans après les faits. C'est d'ailleurs l'exemple de la Yougoslavie dont vous parliez précédemment est intéressant, puisque finalement, Milosevic n'a pas été condamné, mais par contre, Mladic et Karadzic l'ont été, donc anciens responsables de la République serbe de Bosnie. Ils l'ont été dans les années 2010, entre 2010 et 2015, alors même que le conflit avait eu lieu dans les années 80. Est-ce que ça peut ouvrir la voie à une série? On pense évidemment à Prigojine. Prigojine qui est à la tête d'une armée, d'une milice qui commet des crimes de guerre. Est-ce que lui aussi peut être de la même manière l'objet d'une inculpation? Certains de ces hommes qui fait que lui aussi sera, et ces hommes empêchés de se déplacer, notamment en Afrique. Oui. Absolument, c'est vraiment ces mandats d'arrêt, il faut le penser, sont les premiers d'une longue série, avec une petite précision qui est que la CPI n'est compétente que pour juger les personnes les plus responsables. Il y aura peut-être 1, 2, 3, voire 5 personnes mises en cause par la CPI, mais finalement le gros du contingent, si je puis dire, ou en tout cas le nombre essentiel de personnes mises en cause pour crimes de guerre, pour crimes internationaux commis en Ukraine, seront traduits devant les juridictions nationales et notamment devant les juridictions ukrainiennes. Et aujourd'hui, c'est le travail que font les procureurs, notamment le procureur général d'Ukraine, pour mettre en place des enquêtes, pour mettre en place des procès sur ces autres responsables russes, peut-être d'un niveau de responsabilité moindre que celui de Vladimir Poutine, mais qui seront jugés devant les tribunaux nationaux en complément des enquêtes internationales. Merci à l'une et à l'autre. Dans quelques instants, avec Florence